Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Les habitants du village de Meko à Ouida demandent le soutien des autorités pour améliorer la qualité du pont qui les relie au reste du pays. Séparés par un cours d'eau, les populations de ce village ont construit avec leurs propres moyens un pont en bois pour faciliter le passage qui se faisait uniquement par pirogue avec tous les risques de noyade. Dans ce journal, nous ferons un zoom sur ce village isolé qui se bat pour maintenir le contact avec le reste du pays. Actualité coronavirus, le gouvernement réceptionne 17 200 kits de tests sanguins. Ce lot de matériel va permettre le démarrage du dépistage rapide et de masse de tous les sujets à risque précédemment annoncés par le gouvernement. Le stock a été réceptionné à l'aéroport international Bernardin Gantier de Cotonou par le ministre de la Santé accompagné de son collègue de l'économie et des finances. Dans ce journal, nous allons également vous plonger au cœur de la civilisation du royaume de Dahomey à travers les murs Aroro. D'une impressionnante hauteur, c'est une barrière de défense et de sécurité autrefois dressée autour du palais pour protéger le roi ou le prince héritier contre d'éventuels agresseurs. Dans ce journal, le secret de leur construction et l'aspect mythique que revêtent ces masses de terre rougeâtre. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. À près de 60 km du sud-ouest de Cotonou, des populations vivent des moments difficiles depuis toujours. Ce sont les habitants du village de Meko à Ouida. Pour avoir accès à leur localité, ils sont obligés de traverser un grand cours d'eau en pirogue. La traversée se fait avant la nuit, faute de lumière. Pour y remédier, les populations ont cotisé entre elles pour construire un pont en matériaux précaires. Allons à la découverte du village de Meko à Ouida avec Assomokrani. Pour relier le village de Meko de l'autre côté, il faut prendre par ce pont en bois à la limite précaire et long d'environ 200 mètres. L'une des localités de l'arrondissement de Diagbadji dans la commune de Ouida, département de l'Atlantique, Meko est l'avant-dernier village qui mène à l'embouchure de Djondji. Et la réalisation de ce pont a coûté des nuits de réflexion et des efforts aux fils et filles de la localité. Oh, on a mis à il y a 12 ans pour équiter. Donc, tu as dit, on a mis donna. Ce sont les natifs de la localité qui ont pris sur eux la décision de construire le pont en bois après que j'ai réuni tout le monde. Au beau milieu de la construction, quelques difficultés ont surgi. Les travaux ont connu un arrêt. Nous avions alors initié des souscriptions volontaires. Les eaux et forêts nous avaient autorisé à nous procurer du bois puisque c'est dans l'intérêt public. Avant la construction de ce pont entièrement en bois, la population faisait la traversée en pirogue, moyennant 25 francs CFA le passage. Une traversée qui ne se faisait que le jour car la nuit, tout est dans le noir pour défaut d'électrification de la localité. Si la réalisation du pont l'a été sans contribution extérieure, la population en est aujourd'hui fière. C'est une opportunité de nos villages parce qu'auparavant, on traverse la lagune avec la pirogue. Et maintenant, c'est la population qui a décidé de faire cette construction. Lorsque les travaux avaient démarré, personne ne savait que nous allions réussir la construction. Le chef d'arrondissement, le président de l'association de développement de Meko et d'autres nous ont apporté leur appui, ce qui nous a permis d'achever le pont. Le pont est bâti avec du bois précaire. Pour éviter son effondrement et tout incident malheureux, la population en prend soin fréquemment. Autant qu'elle procède au remplacement des planches et piliers imbibés, puis usés par les eaux de la lagune, elle espère un jour l'implication de l'État pour un pont en matériaux définitifs. Les habitants de Meko travaillent tous les jours pour l'entretien du pont. Ils procèdent au remplacement des bois défaillants. Nos demandes d'appui sont restées sans succès. Nous, notre souci, c'est d'avoir un jour ce pont en dur. Si le gouvernement peut nous aider à faire ça à béton, nous aussi, on peut lever ça au genou et
le projet va nous construire le pont à béton. Meko ne se sent pas délaissée depuis que la Fondation Claudine Talon s'intéresse à elle. Elle a réalisé une canalisation lagunaire pour drainer de l'eau potable jusque dans le village. Fondation Claudine Talon. C'est grâce à la Fondation Claudine Talon que nous pouvons boire de l'eau potable aujourd'hui dans ce village. Nous n'avons pas de l'électricité. La voie qui mène ici est complètement dégradée et cause des dommages aux femmes qui se rendent au marché pour leur commerce. Avec le projet Route des pêches dans sa phase avancée, les fils et filles de Meko ne perdent pas l'espoir. Ils espèrent que bientôt, le village sera relié au réseau électrique pour leur permettre d'enjamber un pont digne du nom à toute heure. Ouvrons à présent la page coronavirus. Le gouvernement du Bénin vient de réceptionner 17 200 kits de tests sanguins. C'est pour passer à la prochaine étape de la riposte contre la Covid-19. Il s'agit d'un dépistage rapide et de masse de tous les sujets à risque. Le stock a été réceptionné à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou par le ministre de la Santé accompagné pour la circonstance de son collègue de l'économie et des finances. Reportage. Des tests sanguins en quantité ici au fret de l'aéroport international Bernardin Ganti de Cotonou. La deuxième livraison à l'État béninois pour la réalisation des dépistages du Covid-19. Ceci quelques jours après la réception de la première commande des matériels devant servir au dépistage systématique des cibles à risque. Et en présence du ministre de la Santé, l'équipe technique conduite par l'administrateur provisoire de la CAME s'apprête à convoyer les matériels aux différents laboratoires du pays. Ces tests viennent actuellement de Londres. Nous avons 17 200 tests qui sont dans cette cargaison. Et ces tests vont permettre évidemment d'asseoir la stratégie diagnostique que le gouvernement a eu à mettre en place. En effet, dans notre stratégie diagnostique, nous avons prévu dans un premier temps de faire un premier screening avec les tests de diagnostic rapides pour déjà apprécier la présence ou non d'anticorps dans le sang des sujets testés. Et c'est après ce test de diagnostic rapide que nous procédons au prélèvement au niveau de la gorge et ou du nez pour aller faire le test à la PCR pour rechercher le virus même. Donc l'arrivée de ces tests va nous permettre de dérouler de façon efficiente notre stratégie diagnostique. Et nous avons prévu non seulement de procéder au dépistage systématique de certaines cibles sensibles, mais également au niveau des frontières, de contrôler systématiquement tous les sujets qui traversent les frontières, notamment les camionneurs qui traversent. Et avec ces tests de diagnostic rapide qui donnent le diagnostic en 15 à 20 minutes, vous comprenez aisément que nous allons pouvoir quand même screener dans un premier temps déjà tout ce qui franchisse la frontière et attendre secondairement le résultat de la PCR. Et par rapport à la PCR, comme vous avez pu le constater déjà, avec l'arrivée des équipements que nous avons reçus au cours de la semaine, nous sommes déjà à même de pouvoir décentraliser la PCR. Avec cette deuxième livraison, le dispositif de dépistage systématique est désormais renforcé et les tests se feront dans la quiétude, a rassuré le ministre Benjamin Mpati. Le gouvernement renforce ainsi sa stratégie de lutte contre le coronavirus. Ce lot de tests sanguins matériels importants va permettre donc aux agents de faire face aux défis du dépistage afin de lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19. L'Africaine des assurances du Bénin accompagne aussi le gouvernement du Bénin dans sa riposte contre la Covid-19. La structure a fait don d'un chèque de 25 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Le point de la cérémonie de réception du don avec Ali Momone. 25 millions de francs CFA, c'est le montant que l'Africaine des assurances met à contribution pour accompagner le gouvernement béninois dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Reçus par le directeur de cabinet du ministre de la Santé, les responsables de la structure ont expliqué la motivation de leur geste. Quand on regarde le contexte, quand on regarde la pandémie, toute personne ou toute structure disposant d'un peu de moyens manquerait à un devoir de solidarité impératif s'il ne faisait pas un effort pour permettre au gouvernement
pour aider le gouvernement à aller plus loin dans les efforts qui sont déjà faits. Donc voilà un peu le sens de notre action de ce soir. Et ça, c'est la priorité. Maintenant, ce qui est peut-être accessoire, c'est qu'en tant qu'assureur, nous devons prévenir et lutter contre toutes les formes de risques. Et donc, à côté de ce geste de solidarité qui vient en réponse à l'appel du gouvernement, l'Africaine des assurances se donne le devoir de participer à ce combat contre l'ennemi invisible, ce qui relève d'ailleurs de ses services, prévenir les risques. Au regard des conséquences économiques et financières qu'engendre cette pandémie, ce soutien n'est qu'un symbole, celui de la responsabilité sociétale de deux sociétés d'un même groupe, l'Africaine des assurances. Vous aviez cru bon répondre à cet appel. Soyez en remercier. Le ministre de la Santé, le gouvernement, par ma voix, vous témoigne de sa profonde gratitude. Je voudrais également vous rassurer que les fonds qui sont mis à disposition seront utilisés à bon escient pour une riposte plus adaptée, une riposte plus efficace. Faut-il le souligner, l'Africaine des assurances est la première compagnie d'assurance privée agréée IARDT, entendez, incendie, accidents divers, risques et transport en République du Bénin. Créée en 1997, elle a une autre filiale dénommée l'Africaine Vie Bénin. Son siège est situé à Cotonou, sur l'avenue Jean-Paul II, en face de la direction de l'émigration et de l'immigration. Le balai des dons se poursuit au ministère de la Santé pour lutter contre la Covid-19 au Bénin. Plusieurs autres organisations ont également apporté leur contribution à l'effort du gouvernement. Au nombre de ces organisations, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA suivant. Ce geste n'est pas le premier de l'ONG Autre Vie pour accompagner le gouvernement béninois dans la lutte contre le coronavirus. Dès le début de la crise sanitaire mondiale, l'organisation non gouvernementale a déjà apporté son soutien aux populations dans les départements du Plateau, du Zou, de la Liborie et de l'Ouémé. Cette fois-ci, les responsables de l'ONG sont allés au ministère de la Santé pour exprimer leur solidarité à l'action gouvernementale dans ce combat contre le Covid-19. Le don de ce jour est composé de 1000 tests rapides Covid-19, 10 blouses de protection du corps médical et 1000 masques chirurgicaux. L'ONG Autre Vie fait ce don avec la contribution de ses partenaires, l'ONG Bénin Santé, l'association de la diaspora béninoise en Europe centrale et le consul honoraire du Bénin en Tchéquie. Dans les rangs des donateurs, le ministère de la Santé a également reçu le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population. Pour ce premier geste de la série annoncée, l'UNFPA a apporté des équipements médicaux et de protection, surtout du personnel de la santé. C'est encore très minime en comparaison de l'effort immense qui est déployé par le gouvernement béninois, par tous les partenaires. Mais les défis sont immenses aussi, y compris pour trouver simplement tout ce qui convient pour protéger le personnel soignant. Donc ça n'est que le début d'une série pour 30 maternités. Derrière, nous espérons pouvoir soutenir 49 maternités à travers le territoire. Ces dons pour contribuer à la riposte contre le Covid-19 sont réceptionnés par le secrétaire général du ministère de la Santé. Il a exprimé à ses hôtes la gratitude du gouvernement pour ces gestes de solidarité avant d'inviter les autres structures à faire pareil. Et face à la crise sanitaire mondiale, les écoles sont fermées depuis plusieurs semaines. Les apprenants sont certainement laissés à l'oisiveté, ce qui n'est pas sans impact sur leur production. Certains établissements ont trouvé une formule pour garder, en attendant, les apprenants en situation de classe. Nous avons parcouru ces quelques écoles qui dispensent des cours via des techniques de téléconférence. Reportage. Incertain de la reprise des cours à la date du 10 mai, retenu actuellement par le gouvernement, après une première prorogation des congés du deuxième trimestre, plusieurs établissements ont repris les cours avec leurs apprenants, mais à distance. Christophe Agon est professeur de français à l'école franco-libanaise de Cotonou. C'est depuis sa maison qu'il dispense les cours à ses écoliers. Vous avez visualisé une vidéo aujourd'hui. Dites-moi un peu ce que vous avez retenu et dites-moi le thème sur lequel nous allons travailler. Vous avez vu le dispositif ici, c'est le portatif.
J'ai aussi mon téléphone avec moi. Je suis connecté sur WhatsApp et sur Skype depuis mon portatif. Même chose pour mon portable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même n'importe où, en réalité, je suis prêt à répondre aux enfants lorsqu'ils ont des besoins. Depuis le congé de Pâques anticipé à cause de la crise sanitaire mondiale, les écoles sont infréquentables et les salles de classe vides. Les apprenants, quant à eux, sont probablement laissés à l'oisiveté. Nous avons respecté les consignes du gouvernement, de l'État béninois, qui a bien voulu que les établissements soient fermés en ces moments de pandémie. Alors, nous sommes dit à un moment donné que nous avons la possibilité de pouvoir dispenser des cours en ligne. Et nous avons acquis une plateforme à ce sujet. Vraiment, dès le début, on a trouvé que ce qui dépend de cette crise, peut-être on va prolonger la durée de rester les élèves à la maison. C'est pourquoi on a devant deux choix. Ou bien on attend, c'est pour que la crise c'est parti et on connaît que ça c'est pas facile. Ou bien on va travailler, on ne peut pas laisser les élèves sans enseigner à la maison. La plupart des établissements qui ont opté pour le cours à distance sont ceux du secteur privé. Et pour l'enseignement, la formule adoptée est la vidéoconférence. Plusieurs apprenants suivent le professeur depuis leurs ordinateurs ou leur smartphone. Et apprêtez-vous pour le cours sur Skype. Jusqu'à présent, on a utilisé 3 méthodes et on va attendre de travailler les 4e méthode. Je vais essayer de résumer tout simplement. On a utilisé l'application WhatsApp. Deuxième méthode, c'est de créer un film à propos de l'application PowerPoint. Troisième méthode, on a utilisé les Skype. La 4e méthode, c'est Google Classroom. On n'a pas encore utilisé, mais on va utiliser ça. Les établissements qui offrent ces services de cours en ligne à leurs apprenants ne dispensent pas tous les programmes. Actuellement, d'autres écoles se préparent à entrer dans la danse. Mais toujours est-il que le moyen de communication varie d'un établissement à un autre. Et nous avons acquis une plateforme à ce sujet et nous sommes dans les préparatifs. Je pense que d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine au plus tard, nous allons démarrer avec les cours en ligne. On pourra mettre à contribution les réseaux sociaux, mais ça sera une plateforme contrôlée en fait. Ça sera une plateforme contrôlée. Tout le monde n'aura pas accès. Tout le monde n'aura pas accès. Nos étudiants auront à signer même des chartes. Les enseignants également auront à signer des chartes. Et c'est sur cette base que nous allons mettre en ligne ces cours-là qui seront dispensés. L'enseignant sera en situation de classe. Il aura un tableau derrière lui, il pourra donner des explications et il sera filmé à ce propos. Les étudiants, depuis leur maison ou depuis leur lieu de réception, pourront suivre ces cours-là. Les dates des prochains examens nationaux de fin d'année étant fixées par le Conseil des ministres, les responsables d'école ne veulent pas se faire surprendre à la dernière minute. Mais ils restent confrontés aux difficultés liées à la connexion Internet. Il faut dire que les conséquences de la pandémie liée au coronavirus sont nombreuses sur presque tous les secteurs d'activité. Le tourisme au Bénin est complètement au ralenti. Les acteurs de ce secteur sont au bord de la faillite pour ceux qui n'ont pas encore déposé la clé sur le paillasson. Voici le constat de Narcisse Alossé. L'activité est bien notée. Mais je vous dis, tout est aux arrêts. Ça devient grave et chaque fois ça devient pire en plus pire. Ils sont tous unanimes sur le sort laissé par le coronavirus à leur secteur d'activité, le tourisme. Aujourd'hui, pas de tourisme. Déjà, les avions sont cloués par terre. Il n'y a pas de vol et c'est un peu difficile. Parce qu'on vit sous les touristes. Les touristes ne viennent pas. L'avion ne bouge pas. Donc nous sommes vraiment en danger. On ne sait pas quoi de faire. Des propos de dépit confirmés par notre constat sur le terrain. L'une de nos curiosités, les galeries d'art, qui restent un des magnons de tourisme au Bénin. Depuis que Corona est arrivé, j'ai plus vendu il y a très longtemps. C'est vraiment difficile. Les touristes ne viennent plus à cause de ce mal et c'est très difficile pour nous, très très difficile. Il n'y a plus de ventes. Avant, on vendait ça à 1700 brut. Aujourd'hui, nous allons tout finir. À 500, on ne trouve pas personne qui va payer. On vient à la maison, on va à la maison vide. Vous-même là, lorsque vous êtes entré dans la maison ici, est-ce que vous avez vu un seul client? Ils ne viennent plus. J'installe les choses, les gens, il n'y a personne qui vient, je suis là, je reste tout seul.
Nous sommes allés ensuite à l'embarcadère d'Abomey-Calavi qui sert de couloir d'entrée pour les touristes à la cité lacustre Ganvier. En tout cas, le tourisme. Non, le tourisme ne marche plus ici à Ganvier. Avant, il y avait beaucoup d'affluence par ici. Des gens allaient et revenaient. Maintenant, plus personne. Tout comme ici, les fréquentations sont au ralenti au niveau des établissements hôteliers. Quelqu'un qui avait 20 clients, qui commence par avoir un seul client, est-ce qu'on peut quantifier? On ne peut pas quantifier. Ça veut dire que la fréquentation est carrément nulle en ces temps-ci. Parce que les gens sont confinés. Il n'y a plus de séminaires. Il n'y a plus rien. Les avions sont bloqués. Personne ne vient dans le pays. La fréquentation viendra d'où? Et visiblement essoufflé, ce promoteur hôtelier fait un clin d'œil au gouvernant. Nous demandons aussi au niveau des impôts de voir l'échéancier du paiement des impôts. On n'a pas refusé qu'on ne paiera pas les impôts. Mais de voir l'échéancier et savoir les allègements qu'on peut nous faire pour nous faciliter la tâche. C'est comme ça aussi au niveau de l'électricité, de l'eau, la SONEB, la SBE. L'État peut prendre la responsabilité de dire, je prends à 50%, à 60% les factures d'électricité des PME surtout. Les autres acteurs du secteur du tourisme, eux, préfèrent s'en remettre à la providence. Je prie le bon Dieu pour que ce mal-là parte vite, parce que c'est très difficile. On dit chez moi, enfant, et qu'on ronron, et qu'on zaïbé. C'est que quand vous savez courir, et vous savez prendre les petits fentes, et que tout le monde prie, et que ça ne dure pas dans le temps. Sinon, ça serait de la catastrophe. Difficile, pénible, compliqué, malaisé, bref, ces acteurs du tourisme béninois n'ont pas été avares de superlatifs pour qualifier ces moments que vit leur secteur d'activité. Un secteur qui, selon eux, est le plus affecté par la pandémie à la Covid-19. Page magazine à présent d'une hauteur impressionnante. Ces murs ne se rencontrent que sur le plateau d'Abomey, communément appelé Aroro. Ils sont une invention des rois du Dahomey. Ces masses de terre aux couleurs rougeâtres nous plongent dans le secret de l'histoire de leur construction. Aux apparences naturelles, ces murs revêtent également un aspect mythique. Ils dénotent de l'ingéniosité de ceux qui ont eu l'idée de leur construction. Aroro, c'est le titre de notre magazine de ce jour. C'est un élément signé Imet Hélène Amousso. Je vous laisse suivre. Il se dresse majestueusement sur le site des palais royaux d'Abomey, jadis cœur du pouvoir du royaume de Dahomey. Ces romus impressionnent par leur hauteur. Ils attirent par leur couleur, propriété de la latérite, roche dont regorge le sol du plateau d'Abomey, et matière première entrant dans la construction de ces murs appelés Aroro en langue locale Fongbe. Infranchissable. Aroro assure protection et sécurité aux palais royaux, résidence privée des souverains et prétendants désignés au trône. Aroro cerne le palais du roi, c'est-à-dire que le palais du roi est infranchissable, raison pour laquelle on a fait les murs très très élevés. Ce ne sont pas les murs intérieurs ont des hauteurs normales, mais les murs de clôture, c'est Aroro, qui ne permettent pas à n'importe quel individu d'escalader. Donc Aroro a une hauteur au minimum de 6 mètres. Son épaisseur de base était de 1,5 mètre, qui diminue au fur et à mesure vers le haut. Aroro dont on parle est une invention de nos ancêtres. Sa hauteur avoisine les 4,50 mètres. Personne ne peut le franchir. Il y en a aussi de moins grands. Seul le roi avait prérogative d'en faire la demande, de prendre les dispositions y afférentes avant d'autoriser sa construction aux familles qui détiennent le savoir-faire. Pour construire Aroro, il faut consulter les entrepreneurs d'autrefois. Le roi avait des entrepreneurs qui travaillaient spécialement pour les palais royaux. On les invite de Boli Tanta. Boli, voilà,
les familles Tonjo et les familles Achaka. Dans un autre village, Ngbega par exemple, il y a le quartier Sozou de Ngbega. On invite les familles Aoi de Sozou. Et ces familles-là arrivent pour étudier la terre pendant près d'une semaine avant de trouver où on va creuser le trou du mur. Et quand on a trouvé la bonne place pour creuser la terre, l'entrepreneur invite ses compagnons et ils s'alignent. On creuse et on ramasse la terre dans des paniers qu'on appelle achakpe. Et le premier plan, il donne au deuxième, le deuxième donne. Le achakpe passe de main en main pour arriver à la place où on veut construire. C'est là qu'on va pétrir la terre maintenant. Et quand on pétrit la terre, on commence à monter les murs. Il y a les sortes de téliens et de l'huile usée qu'on trouve dans les huileries, ce qu'on appelle amitoson ou bien tekun. Ces huiles-là arrivent pour la fondation. Les murs qui commencent de la fondation jusqu'à 2 mètres reçoivent les tekun et quelques débris de téliens aussi. Après la base, on peut prêter avec n'importe quelle terre. La réalisation de ces édifices requiert la connaissance de quelques notions propres à la façon de construire ces murs. La procédure relève d'un art traditionnel. On creuse et on récupère de la latérite en quantité suffisante qui est ensuite pétrie à l'aide des pieds, des mains et de la daba. Comme matériel de travail, nous utilisons nos mains pour construire et crépir. Les yeux nous servent d'équerre et de niveau. C'est ce dont on a hérité. Alors, ces vestiges, témoins de la maîtrise de la maçonnerie ancestrale, tiennent encore debout. Ce pan de mur de l'étage du roi Akaba dans son palais privé en est un exemple. Au musée Ouéronji, des blocs de terre ont bravé le temps et les aléas climatiques pour raconter aux visiteurs l'histoire tricentenaire du royaume de Dahomey. De nos jours, rien n'a changé dans la pratique de cette maçonnerie traditionnelle, léguée de génération en génération. Sauf que le ciment entre désormais dans la composition des matériaux utilisés, ceci pour accélérer l'assèchement du mur. Par le passé, le travail se faisait durant des mois. La main-d'œuvre était essentiellement composée d'esclaves. Aujourd'hui, nous ajoutons du ciment au sable pour faciliter un assèchement rapide. Les murs sont naturels, mais sont des murs de protection. Ce qu'il faut enterrer dans la fondation avant de commencer les murs. Donc le roi, s'il finit de faire, les entrepreneurs aussi, avant de commencer, offrent de la boisson et autre chose que je ne peux pas vous dire, avant de commencer la pose des murs. Et c'était réellement mystique. Dans la cité des Wegba-Djavi, nombre de ces murs tiennent encore debout, défiant ainsi la maçonnerie moderne. Ils rappellent l'ingéniosité architecturale dont peut se vanter tout descendant des souverains du Dahomey.
Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. N'oubliez pas, lavez-vous régulièrement les mains, respectez la distanciation sociale et gardez toujours votre masque de protection. Vous protégez, c'est protéger vos familles et protéger vos amis. Bonne soirée à chacun et à tous.